de la camélote, pour un boulot d'esclave. C'est ce que mon père a dit en vidant son verre de Pomerol hors de prix directement sur le carnet que je venais de lui tendre. Il ne l'a pas ouvert. Il n'a pas demandé ce qu'il y avait dedans. Il a juste regardé le liquide s'imbiber dans le tissu ancien, puis il a laissé tomber le livre dégoulinant dans la poubelle à ses pieds. Toute l'assemblée a explosé de rire. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je suis restée là, immobile, et j'ai commencé à faire le calcul. Avant que je vous raconte combien valait vraiment cette camelote et ce que j'ai fait pour lui faire payer chaque goutte de ce vin, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut voyager. J'ai plongé la main dans la poubelle humide et j'ai ressorti le carnet. Le vin coulait de la couverture en tissu sur mes escarpins. Mais je n'ai pas bronché. J'ai attrapé une serviette en lin sur la table la plus proche, j'y ai enveloppé le livre et j'ai tourné le dos à la fête. Mon père riait, encore, trônant au milieu de ses courtisans, une coupe de champagne à la main, savourant les applaudissements de gens qui ignoraient qu'il était en train d'hypothéquer sa maison pour leur payer à boire. J'ai marché droit vers le voiturier, je lui ai tendu mon ticket et j'ai attendu. Je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas à pleurer. Pleurer, ça veut dire qu'on a perdu quelque chose. Et je n'avais encore rien perdu. En fait, j'étais sur le point de tout trouver. Une fois dans ma voiture, les portes verrouillées, j'ai y allumé le plafonnier. Mes mains ne tremblaient pas tandis que je décollais le tissu imbibé de vin de la couverture. Ce n'était pas juste un livre. Ma grand-mère, Éléonore, avait passé sa vie à cacher des actifs à mon père parce qu'elle savait exactement qui il était. Elle ne m'avait pas juste donné un journal intime. Elle m'avait donné un coffre-fort. Avec un petit couteau de poche sorti de la boîte à gants, j'ai fendu la couture, à l'intérieur, coincée entre le carton et la reliure. Il y avait une pochette hermétique et étanche de qualité industrielle. Le vin n'avait rien touché. J'ai sorti le contenu un certificat de dépôt fiduciaire d'une valeur de 850 000 € et une petite clé USB cryptée. En regardant ce plastique sec et immaculé, contrastant avec la ruine de la couverture tachée, j'ai enfin compris pourquoi mon père avait fait ça. Pour Marc, le passé n'est pas un souvenir. C'est une souillure. Il a détruit ce livre non pas parce qu'il était sale, mais parce qu'il lui rappelait qui il était vraiment avant d'acheter ce smoking d'emprunt. Il voulait noyer la pauvreté dont il venait dans une bouteille de Pomerol à 200 €. Il pensait effacer son histoire. Il ne savait pas qu'il était en train de financer sa propre exécution. Je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai conduit directement vers la zone industrielle du port. Mon immeuble de bureau était silencieux à 23 heures, un monolithe de verre et d'acier dominant les docks. J'ai passé mon badge et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 24e étage. Le gardien de sécurité m'a fait un signe de tête. Il avait l'habitude de me voir à des heures impossibles. C'est ça, le truc. Quand on s'appelle Élodie, à 29 ans, directrice de la chaîne d'approvisionnement pour la plus grande boîte de logistique de la région. Les gens supposent que vous êtes marié à votre travail. Ils ne réalisent pas que vous utilisez ce travail pour ne pas vous noyer. Je suis entrée dans mon bureau, j'ai balancé mes talons et j'ai réveillé mes écrans. La lumière bleue a inondé la pièce. Je n'avais besoin de rien pirater. Je n'avais pas besoin de deviner des mots de passe ou de forcer des pare-feux. C'est moi qui ai bâti ce système. J'ai conçu les protocoles de suivi que l'entreprise de mon père utilisait pour expédier ses marchandises. Il me voyait comme la petite nana des expéditions, celle qui déplace des cartons d'un point A à un point B. Il n'a jamais compris que la logistique, ce n'est pas déplacer des cartons. Il s'agit de savoir, précisément, où sont enterrés les cadavres. J'ai tapé mon code d'accès administrateur et j'ai affiché le manifeste d'expédition de sa société, Transport Sterling. Je ne cherchais pas ce qu'il expédiait, je cherchais ce qu'il n'expédiait pas. Les lignes de données ont rempli l'écran, une cascade numérique de numéros de pièces, de dates d'envoi et d'écart de poids. Pour la plupart des gens, un tableur, c'est du bruit. Pour moi, c'est un détecteur de mensonges qui ne se trompe jamais. J'ai commencé à filtrer les registres, cherchant les cargaisons fantômes, celles qui existaient sur la facture mais qui n'avaient jamais été pesées sur la balance. Pendant que la barre de recherche tournait, mon esprit est revenu à la première fois où j'ai réparé ces conneries. J'avais 22 ans, fraîchement diplômée d'une école de commerce avec une spécialisation en logistique qu'il appelait du comptage de boîtes glorifiées.
Il m'avait appelé à 2 heures du matin, la panique rendant sa voix aiguë et fragile. Il avait encore merdé avec les charges sociales. Si je n'avais pas foncé chez lui en pyjama pour passer 6 heures à réconcilier ses comptes avant l'ouverture des banques, Transport Sterling aurait été saisi par le fisc ce matin-là. Il ne m'a pas remercié. Il m'a juste tapé sur l'épaule en disant « Tu vois, c'est un bon entraînement pour quand tu auras un vrai travail. » Il me voyait comme sa stagiaire bénévole. Il ne réalisait pas que je constituais un dossier. Le système a sonné. Un groupe d'expédition signalé pour anomalie de poids. J'ai cliqué pour approfondir. Ce n'était pas juste de l'incompétence, c'était un schéma. Il y a 3 ans, quand Théo a accumulé 40 000 € de dettes de jeu auprès d'un usurier à Monaco, mon père n'a pas vendu son bateau. Il a perdu un conteneur d'électronique haut de gamme. C'est moi qui ai dû arranger les choses avec les experts en assurance, inventant une histoire de grue portuaire défaillante. J'ai sauvé les rotules de Théo et la réputation de mon père en un seul après-midi. Ils ont fêté ça avec un dîner de luxe. Je n'étais pas invitée. Ils me voyaient comme leur femme de ménage, celle qui nettoie les saletés qu'ils étaient trop importants pour toucher. Mais les femmes de ménage ont les clés de toutes les pièces. J'ai lancé une dernière requête. Valorisation des stocks versus inventaire physique. Le résultat a flashé sur l'écran, en un texte rouge, brutal et sans appel. L'écart n'était pas petit et il n'était pas dispersé. C'était un seul cratère massif dans l'exercice fiscal, 850 000 €. Je me suis adossée à mon fauteuil, la lumière bleue de l'écran se reflétant dans mes yeux. Ce n'était pas une coïncidence. Le dépôt fiduciaire de ma grand-mère était de 850 000 €. Les stocks manquants s'élevaient à 850 000 €. J'ai vérifié le calendrier de l'entreprise. Lundi prochain, les auditeurs externes étaient prévus pour leur examen quinquennal obligatoire. Si ce trou n'était pas comblé d'ici lundi matin, Marc n'allait pas seulement perdre sa société, il allait finir en prison pour détournement de fonds et fraude à l'assurance. La prise de conscience m'a frappée avec la précision froide d'un tir de sniper. Il n'a pas jeté ce livre parce qu'il était riche. Il l'a jeté parce qu'il était terrifié. Il avait un besoin si vital de cet argent que ça le rendait malade. Mais son ego ne le laissait pas le demander. Alors il a essayé de le détruire pour prouver qu'il n'en avait pas besoin. Il était en train de se noyer, et j'étais la seule bouée de sauvetage qu'il n'avait pas encore crevé. J'ai imprimé le rapport. L'imprimante ronronnait dans le bureau silencieux. Un son rythmé, satisfaisant. Je n'étais plus la fille, je n'étais plus la victime. J'étais l'auditrice en chef, et je venais de trouver la preuve irréfutable. Le téléphone a sonné à 8h15 le lendemain matin. J'étais déjà à mon bureau, à la moitié de mon 2e expresso, regardant les grues du port charger les conteneurs 20 étages plus bas. Je n'ai pas eu besoin de regarder l'identifiant de l'appelant. Je savais qui c'était. Les requins tournaient. Élodie, la voix de mon père a aboyé dans le haut-parleur. Pas de « bonjour », pas de « ça va ». Et certainement pas d'excuse pour l'héritage imbibé de vin qu'il avait jeté à la poubelle 12 heures plus tôt. Je regarde le rapport d'inventaire pour l'audit de la semaine prochaine. Il y a un bug dans le système. Ça montre un écart dans le secteur de l'électronique de haute valeur. Ce n'est pas un bug, papa, dis-je, gardant ma voix neutre. C'est un trou, un conteneur fantôme. Le système dit qu'il est là. Les capteurs de poids disent quand que c'est de l'air. Règle ça, a-t-il aboyé. Tu gères la logistique, tu contrôles la base de données. Vas-y et ajuste les registres de poids. Fais-les correspondre à la facture. Il ne demandait pas une faveur, il m'ordonnait de commettre un crime. Il voulait que je falsifie des données pour couvrir son détournement de fonds. Je ne peux pas faire ça, Marc, dis-je. J'avais arrêté de l'appeler papa, dans ma tête, depuis des années. Aujourd'hui, j'arrêtais de le dire à voix haute. C'est de la fraude. Les auditeurs externes verront l'historique des modifications. Ne sois pas si tragique, a-t-il ricané. C'est un patch temporaire. Je comblerai le stock le mois prochain. J'ai juste besoin de passer le cap de lundi. Fais-le pour la famille. La famille, ai-je demandé, en faisant pivoter ma chaise loin de la fenêtre. Tu veux dire la famille dont tu t'es moqué hier soir? Tu as versé un grand cru sur la seule chose que ma grand-mère m'ait laissée. Tu as traité ma carrière de boulot d'esclave. Il a soupiré, le son d'un homme accablé par une enfant déraisonnable. Bon sang. Élodie, c'était une blague.
Tu as toujours été trop sensible, j'amusais les investisseurs. Tu sais comment ça se passe. Ne me punis pas parce que tu ne supportes pas une petite pique. Une blague. Il avait détruit mon histoire pour une vanne. Et maintenant, il voulait que je risque mon avenir pour sauver le sien. Mon portable a vibré contre le bureau en acajou. Un SMS de Théo, puis un autre, puis un troisième. Papa dit que tu nous fais galérer. Arrête de faire ta... Tu nous dois bien, non? Qui a payé ton appareil dentaire, qui t'a nourri, règle les chiffres, ou ne te pointe pas à Noël. Je fixais les messages. Théo, le gamin de 30 ans qui pensait que directeur des opérations signifiait une place de parking et une carte de crédit illimitée. Il n'était pas au courant du détournement. Il savait juste que le robinet Afrique était sur le point de se fermer et il paniquait. Je ne le ferai pas, Marc, dis-je dans le combiné du fixe. Je ne truquerai pas les comptes pour toi. Le silence à l'autre bout du fil était lourd, dangereux. Quand il a repris la parole, sa voix avait baissé d'une octave. Ce n'était plus la grandiloquence d'un PDG. C'était la menace froide d'un animal acculé. Tu sais, le contrat de Julien arrive à échéance le mois prochain, dit-il doucement. Mon sang se glaça. Julien, mon mari, venait de lancer son propre petit cabinet d'avocat d'affaires. L'entreprise de mon père était son client principal, son pilier, ça payait notre crédit immobilier, ça lui donnait de la crédibilité. Si je tombe, a poursuivi Marc, savourant son avantage. J'entraîne tout le monde avec moi, et si tu ne m'aides pas, je le vire. Je dirai à tous les associés de la ville qu'il est incompétent. Je ruinerai sa réputation avant même qu'il ait commencé. Tu veux jouer la dure. Élodie, on va voir comment ton mari apprécie d'être au chômage parce que sa femme a un problème de caractère. Il ne s'attaquait plus seulement à moi. Il visait la seule personne au monde qui m'aimait vraiment. Il était prêt à incendier mon mariage pour allumer son cigare. Ne fais pas ça, dis-je, ma voix tremblant juste assez pour lui faire croire qu'il avait gagné. Alors règle le problème, dit-il. J'ai besoin de 850 000 € de stock qui apparaissent sur ce registre ou j'ai besoin du cash pour l'acheter. Débrouille-toi, tu es la directrice de la logistique. La logistique, c'est trouver un moyen. Puis le silence. Il avait raccroché. J'ai reposé doucement le combiné. Je ne l'ai pas jeté. Je n'ai pas crié. J'ai regardé l'écran noir de mon téléphone où les insultes de Théo brillaient encore. Il pensait m'avoir piégé. Il pensait avoir un moyen de pression. Il ne savait pas que j'avais le livre. J'ai ouvert mon tiroir et j'ai touché la pochette en plastique que j'avais sauvée, du vin. 850 000 €, le montant exact dont il avait besoin, le montant exact qu'il avait essayé de détruire. Il voulait une solution. Je lui en donnerai une. Je lui donnerai exactement ce qu'il avait demandé. J'utiliserai tout ce que j'avais pour sauver l'entreprise. Mais en logistique, quand on accepte une cargaison, on accepte les conditions de transport. Et mes conditions allaient être non négociables. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon mari. « Julien, dis-je quand il a répondu. Prépare ta mallette et appelle Maître Dubois. On a besoin d'un notaire. J'ai une solution, dis-je à mon père 1 heure plus tard. Nous étions assis dans la salle de conférence aux parois de verre, au 24e étage. J'étais assise en bout de table. Marc était à ma droite, tapotant des doigts sur le bois poli, regardant sa montre toutes les 30 secondes. Il vibrait d'impatience. « Alors, demanda-t-il, tu as corrigé le registre ?»« Non, dis-je. Je ne peux pas modifier les journaux sans déclencher une alerte générale. Les auditeurs externes verraient l'horodatage de la modification et le signaleraient immédiatement. Bassé, son visage s'assombrit. Alors pourquoi suis-je ici? Élodie, je n'ai pas le temps pour un cours sur la conformité. J'ai l'argent, dis-je. Il arrêta de tapoter, il se tourna lentement pour me regarder, ses yeux se plissant. Quoi? J'ai 850 000 € d'actifs liquides. Je peux les transférer sur le compte de l'entreprise aujourd'hui. Sous forme de pré-relais, ça couvrira le déficit de stock. Les auditeurs verront une injection de liquidité au lieu d'un stock manquant. C'est plus propre. C'est légal. Il a ri. Un son court et sec. Toi, tu as près d'1 million d'euros. D'où ça sort? Tu as braqué une banque. Des investissements. Mentis-je avec aisance? Grand-mère m'a laissé une petite fiducie. J'ai bien investi. J'ai eu de la chance. La cupidité est un anesthésiant puissant, elle engourdit la méfiance. J'ai vu le doute quitter ses yeux, remplacé par une lueur affamée et prédatrice.
Il n'a pas posé de questions sur la grand-mère qu'il avait ignorée pendant 20 ans. Il n'a pas demandé comment j'avais réussi à battre le marché. Il a juste vu une bouée de sauvetage. D'accord, dit-il en se penchant en avant. D'accord. Fais le virement, on appellera ça un prêt d'administrateur. Je te rembourserai après le prochain trimestre. J'ai besoin de paperasse. Marc, dis-je. C'est beaucoup d'argent, je dois protéger mon investissement. Il a agité la main avec dédain. Bien, bien, rédige un truc, une reconnaissance de dette. Ce qui te fera plaisir. C'est déjà fait, dis-je. J'ai fait un signe à la réception à travers la paroi vitrée. La porte s'est ouverte et Julien est entré. Il ne portait pas sa tenue de bureau habituelle. Il était en costume anthracite, une mallette en cuir à la main. À côté de lui marchait Maître Dubois, une notaire de 60 ans aux cheveux gris tirés en un chignon serré et un tampon qui pourrait écraser une noix. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Marc en se raidissant. « De la diligence raisonnable », dit Julien en posant sa mallette sur la table. Il ne regardait pas Marc avec peur. Il le regardait comme un procureur regarde un accusé. C'est un accord de prêt-relais standard. Il garantit les fonds sur les actifs de l'entreprise pour assurer le remboursement. Procédure standard pour une injection de liquidité de cette taille. Marc ricana. « Je n'ai pas besoin d'un avocat pour prendre de l'argent à ma fille. »« Si vous voulez que le virement arrive avant 17 heures, dis-je. La banque exige une garantie notariée pour une injection par un tiers. C'est une règle de conformité. » Un autre mensonge, mais Marc ne connaissait rien à la conformité logistique. Il savait juste que le temps lui manquait. « Bon !» aboya-t-il. « Donnez-moi ça. » Julien a fait glisser la pile de documents sur la table. C'était épais, dense et formaté en jargon juridique à simple interligne. « Ceci est l'attestation de solvabilité », expliqua Julien en désignant le premier document. Elle certifie que les registres d'inventaire de l'entreprise, mis à part le déficit de trésorerie que nous couvrons, sont exacts et qu'il n'y a pas d'autres passifs non divulgués. C'est pour les auditeurs. Marc a attrapé le stylo. Oui, l'inventaire est bon. C'est juste un problème de trésorerie. Il a signé avec un grand geste. Marc Sterling. Ah, et ceci, dit Julien en passant à l'onglet suivant. Et la garantie personnelle, comme l'entreprise est techniquement en déficit jusqu'à ce que cet argent soit compensé. La banque a besoin d'un garant personnel. Cela met vos biens personnels, votre maison, votre bateau, vos comptes privés, en garantie pour le prêt. Ce n'est qu'une formalité jusqu'à ce que l'audit soit validé la semaine prochaine. Marc a hésité une fraction de seconde. Il a regardé le document. Puis moi, tu as vraiment besoin de toute cette paperasse, demanda-t-il, agacé. Je risque toutes mes économies. Papa, dis-je, utilisant le mot qu'il voulait entendre. J'ai juste besoin de savoir que tu es solvable. Bien sûr que je suis solvable. A-t-il ricané? J'ai bâti cette entreprise. Je ne vais pas la laisser couler pour un petit problème de trésorerie. Il a pressé le stylo sur le papier. Le grattement était fort dans la pièce silencieuse. Il a signé son nom. Il a apposé son cachet. Maître Dubois s'est avancé, a vérifié son identité et a apposé son sceau de notaire à côté de sa signature. Clac, clac. Le son a résonné comme le claquement d'une porte de cellule. Voilà, dit Marc en jetant le stylo sur la table. C'est fait. Maintenant, vire l'argent, j'ai des fournisseurs qui attendent. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas ouvert mon ordinateur portable pour lancer le virement. Je suis restée assise, à regarder l'encre sécher sur la page. Élodie, demanda Marc, sa voix s'aiguisant. L'argent. Il y a une dernière condition dans l'accord, dis-je doucement. Clause 14, section B. Les fonds ne seront débloqués qu'après vérification de l'inventaire physique correspondant à l'attestation susmentionnée. Quoi? Marc se leva. On n'a pas le temps pour un inventaire physique. Ça prend des jours. Pas avec mon système, dis-je. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tourné l'écran vers lui. C'est le flux de sécurité en direct de l'entrepôt 4, dis-je. L'entrepôt que vous venez de jurer, dans une attestation notariée. Contenir pour 850 000 € d'électronique haut de gamme. À l'écran, l'entrepôt était lumineux, éclairé par des LED à haute efficacité. Et il était vide. Pas seulement quelques caisses manquantes, vide. Le sol en béton était balayé. J'ai cliqué sur un autre onglet. Et voici les capteurs de poids intégrés dans le sol. Ils affichent 0.
0 tonne depuis 3 mois. Marc est devenu blême. Il a fixé l'écran, puis les documents qu'il venait de signer. Tu savais, a-t-il murmuré. Je savais, ai-je confirmé. Je savais que l'entrepôt était vide. Je savais que tu détournais des fonds. Et je savais que tu signerais n'importe quoi pour le couvrir. Tu m'as piégé, a-t-il crié, en frappant la table de sa main. C'est un guet-apens. C'est de la diligence raisonnable, a dit Julien calmement. Et vous venez de signer une attestation de solvabilité, jurant que cet inventaire existait. C'est un parjure, c'est une fraude bancaire. Et comme vous venez de signer la garantie personnelle et que les conditions du prêt n'ont pas été remplies en raison de votre fraude, vous êtes maintenant en défaut de paiement. En défaut, balbutia Marc. Je n'ai même pas reçu l'argent. La clause de défaut se déclenche à la découverte d'une fausse déclaration substantielle. Ai-je cité de mémoire? Ce qui signifie qu'à cet instant précis, la clause pénale s'active. Vous devez, à la fiducie, à moi, 850 000 € de dommages et intérêts. Et comme l'entreprise n'a pas d'actifs, j'ai regardé la garantie personnelle. Je suis propriétaire de votre maison. Marc s'est jeté par-dessus la table. Marc n'a pas atteint l'autre côté de la table. Il s'est effondré à mi-chemin, la poitrine haletante. Toute la combativité l'a quitté alors que la réalité de la garantie personnelle s'ancrait dans ses os. Il s'est affalé dans son fauteuil en cuir. Un homme dont l'identité entière venait d'être liquidée par une signature qu'il n'avait pas pris la peine de lire. Nous avons terminé ici, dis-je en rassemblant les documents. J'ai placé l'attestation signée et la garantie dans mon sac, juste à côté du livre de ma grand-mère. Julien, raccompagne Maître Dubois. Maître Dubois tremblait, serrant son tampon de notaire comme un talisman. Julien la guida vers la porte vitrée. Je pensais que c'était fini. Je pensais avoir gagné. Mais j'avais oublié la seule variable en gestion de la chaîne d'approvisionnement qu'on ne peut jamais entièrement prévoir le désespoir humain. La porte des toilettes privées du bureau, un luxe que Marc avait insisté pour installer, s'est ouverte dans un fracas qui a fait trembler les murs de verre. Théo est sorti en titubant. Il ne portait pas de costume. Il portait un polo taché, les yeux exorbités et injectés de sang, la sueur coulant sur son front. Il tenait le lourd extincteur rouge industriel qu'il avait dû voler du couloir. « Tu l'as piégé !» a-t-il hurlé, la voix brisée. « Tu as volé mon argent !» Il ne regardait pas Marc, il regardait mon sac. Théo, pose saut, l'a prévenu Julien, se plaçant devant moi. « Maître Dubois, courez !» ai-je crié. La notaire s'est précipitée vers la porte, a réussi à ouvrir le loquet et à sprinter dans le couloir en hurlant pour appeler la sécurité. Mais avant que nous puissions la suivre, Théo s'est jeté en avant. Il ne nous a pas attaqués. Il a attaqué la sortie. Il a claqué la lourde porte en verre et a verrouillé le pêne. Se plaquant contre elle, il a brandi l'extincteur comme un bélier. « Personne ne part avec ses papiers », a-t-il rugi. « Efface tout, efface les fichiers » à cet instant. En regardant le visage frénétique et terrifié de mon frère, j'ai réalisé quelque chose d'effrayant. Il ne m'attaquait pas pour sauver notre père. Il n'essayait pas de protéger l'héritage familial. Théo n'aimait pas papa. Il aimait la sécurité de l'ombre que papa projetait. C'était un parasite qui venait de voir son hôte mourir. Sans l'argent de Marc, sans la couverture de l'entreprise. Théo n'était qu'un joueur endetté avec des créanciers qui n'accepteraient pas d'excuses. Il ne se battait pas pour son père, il se battait pour sa propre survie. Quand l'hôte meurt, le parasite meurt de faim. Et à ce moment, il me regardait comme si j'étais celle qui lui coupait l'oxygène. « Donne-moi l'ordinateur, Élodie !» Il a balancé l'extincteur. Il s'est écrasé sur la table de conférence, brisant le plateau de verre. Des éclats ont volé partout. Marc n'a pas bougé. Il est resté assis là, à regarder ses mains, brisées. Théo a levé à nouveau la bonbonne. Visant ma tête cette fois, Julien n'a pas hésité. Il a plaqué Théo aux jambes, enfonçant son épaule dans l'abdomen de mon frère. Ils sont tombés au sol dans un enchevêtrement de membres et de jurons. L'extincteur a roulé sur la moquette, mais Théo se battait avec la force d'un homme qui se noie. Il a griffé le visage de Julien, donnant des coups de pied, hurlant, essayant d'atteindre mon sac. « Cours !» a grogné Julien, en essayant de l'immobiliser. Mais la porte était bloquée par leur lutte. Je ne pouvais pas sortir. Je devais ouvrir la porte de l'extérieur. J'ai regardé autour de moi. Mes yeux se sont posés sur le boîtier rouge de l'alarme incendie près de la sortie. Je n'ai pas paniqué.
Je n'ai pas figé, j'ai agrippé la sangle de mon sac de travail, alourdi par mon ordinateur, les documents et les 850 000 € d'amour de ma grand-mère. Je l'ai balancé de toutes mes forces. Le coin en cuir lourd a percuté le boîtier en plastique rouge. La vitre a volé en éclats. Dring, dring, dring. L'alarme a retenti. Un hurlement assourdissant et rythmé. Les sprinklers au plafond ont sifflé puis éclaté, libérant un déluge d'eau grise et stagnante. Mais plus important encore, les protocoles de sécurité du bâtiment se sont enclenchés. Les serrures magnétiques de la porte de la salle de conférence se sont désactivées avec un clac sonore. La porte s'est ouverte. 3 agents de sécurité se sont précipités à l'intérieur, glissant sur le sol mouillé. Ils ont vu Julien maintenant un Théo hurlant, ont vu Marc catatonique sur sa chaise, et m'ont vu, debout au milieu du verre brisé et de l'eau qui tombait. Serrant mon sac, « Madame !» a crié le chef de la sécurité par-dessus l'alarme. « Cet homme !» ai-je dit en désignant Théo, ma voix stable malgré le chaos, a agressé mon avocat, et cet homme, j'ai pointé Marc du doigt, vient d'avouer un vol qualifié. Appelez la police. Le rapport de police était plus court que l'accord de prêt, mais tout aussi contraignant. Marc a été arrêté sur le champ. L'attestation de solvabilité qu'il avait signée avec tant d'arrogance est devenue la preuve principale dans une enquête pour fraude bancaire et parjure. Il n'a pas perdu son entreprise à cause du marché. Il l'a perdue à cause de sa propre signature. Théo ne s'en est pas mieux sorti. Les accusations d'agression étaient indéniables, soutenues par 3 témoignages et des images de vidéosurveillance. Il a troqué son titre de directeur contre un avocat commis d'office et un programme de désintoxication obligatoire. Je ne suis pas restée pour les voir mis en examen. J'avais une entreprise à diriger. 6 mois plus tard, j'étais assise dans le bureau d'angle de Phoenix Logistique, une franchise de fret spécialisée que j'ai achetée avec l'argent de la fiducie. Les murs étaient peints d'un bleu ardoise apaisant. Le bureau était à moi, la vue était à moi. Sur le mur derrière moi, dans un simple cadre noir, était suspendue la seule œuvre d'art de la pièce, la couverture en tissu tachée de vin d'un vieux carnet. Les gens me demandent si je me sens coupable. Ils me demandent si c'est difficile de couper les ponts avec son propre père et son frère. Ils parlent de la loyauté familiale comme si c'était un pacte de suicide signé à la naissance. Mais voici la vérité sur la chaîne invisible du survivant. On ne réalise pas à quel point elle est lourde jusqu'à ce qu'on la brise. Pendant 29 ans, j'ai cru que mon travail était de porter leur poids mort. Je pensais que l'amour, c'était de réparer des erreurs que je n'avais pas commises. Mais en logistique, nous avons un terme pour un composant qui consomme des ressources sans ajouter de valeur, un goulot d'étranglement. On ne résout pas un goulot d'étranglement en y injectant plus de ressources. On le supprime. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai juste audité les comptes, trouvé les passifs et je les ai finalement, définitivement, passés par perte et profit. Si vous avez déjà dû auditer votre propre famille pour sauver votre santé mentale, partagez cette histoire et dites-moi dans les commentaires quelle est la seule chose que vous aimeriez pouvoir rayer de votre vie pour de bon.